Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part ensemble dans le Paris un peu bouillonnant de la Belle Époque, autour de 1907, je crois, pour découvrir un personnage, fascinant, un détective privé, moins célèbre que d'autres, peut-être. Ah oui, Toto Founard, un nom génial déjà. Ça évoque tout de suite la ruse, la curiosité. C'est une excellente idée de se pencher sur lui. Oubliez un peu les enquêteurs empesés, lui c'est un esprit libre, le petit détective parisien sorti de l'imagination de Jules L'Hermina. C'est ça, un personnage né au tout début du XXe siècle qu'on a découvert dans les pages d'un hebdomadaire, La vie d'aventure. Mhm. Et ses enquêtes portaient ce titre assez évocateur, Nouveau mystère de Paris. Bon, le clin d'œil est clair, Oui, bien sûr. mais la saveur est différente. On est vraiment au cœur d'une époque bouillonnante, pleine de contrastes. Et ce qui est bien, c'est que certaines rééditions récentes, je pense à celle d'Oxymoron Édition, elles ont gardé les illustrations d'origine. Ah oui, de Georges Conrad. C'est ça. Et ça aide vraiment à se plonger dans l'ambiance, à visualiser ce Paris d'autrefois et notre fouinard. Elles sont très précieuses, oui. Notre but, là, en explorant un peu les extraits de ces aventures, c'est de dessiner un portrait le plus juste possible de ce Toto Fouinard. Comprendre ce qui le rend si spécial. Voilà. Son caractère, ses méthodes aussi, qui sont souvent hors normes, son lien presque fusionnel avec sa canne, Justine. On y reviendra sur Justine, hein. Ah oui, oui. Alors justement, qui est-il, ce Toto Fouinard? Les descriptions qu'on trouve, elles disent « petit malin, rusé, agile comme un singe Oui. Perspicace, chanceux, très humain, modeste, attachant, farfelu. Ça fait beaucoup. ». Ça fait beaucoup, oui. Et on insiste pas mal sur son côté presque gamin. On l'appelle le petit Toto. Parfois, on le traite de morveux. Oui, mais cette jeunesse, qui est peut-être juste une apparence, elle cache une vraie complexité, je trouve. Il y a une légèreté, c'est vrai. Il prend les choses avec humour, même ses propres galères. Il dit lui-même « je rigole en racontant ma dèche C'est assez désarmant. ». Oui, mais à côté de ça, il y a une détermination implacable, une vraie ténacité quand il suit une piste. Et sa modestie aussi, elle est assez frappante. Presque un peu en décalage avec ses succès, qui sont parfois brillants. Peut-être que ça vient de ses expériences passées ou de ses problèmes d'argent constant dont on va reparler. Mais revenons à ses méthodes. Comment il travaille, Fouinard? Alors, c'est un mélange, en fait. Un mélange assez fascinant entre l'intuition, ce qu'on appelle son flair presque infaillible, Oui. et une observation hyper méticuleuse, quasi maniaque des détails. Il le dit lui-même, en tout, il faut que je cherche la petite bête. Son intuition, ce n'est pas juste une vague idée, hein. Elle est clairement nourrie par cette analyse pointue des indices matériels, une écriture, un timbre un peu bizarre, les traces laissées par un poison. Comme cette fameuse thanatidine, c'est ça? La thanatidine, oui. Une invention de l'Hermina d'ailleurs, hein, qui met pas mal de piment dans les histoires. Il décortique tout, vraiment. Et il n'hésite pas non plus à franchir les lignes, disons. Les sources parlent de déguisement, il se fait passer pour un chasseur de restaurant, par exemple. Oui, où il s'infiltre dans des endroits suspects, il mène des interrogatoires assez directs. Il va chercher l'info là où elle est, quoi, par tous les moyens. C'est là que ses contacts entrent en jeu, et ils sont parfois étonnants. Il peut acheter des infos à des concierges, Ah oui. oui, ou solliciter des experts, comme un certain docteur Tozan, ou même un dénommé Piégeonne, qui est décrit comme un apache repenti. Un apache, c'est-à-dire un voyou de l'époque? C'est ça, un de ces durs des bas-fonds parisiens. Et apparemment, ce Piégeonne lui doit quelque chose. Fouinard utilise vraiment toutes les cartes qu'il a en main. J'ai noté aussi son petit rituel au café. C'est important pour lui, non? Il parle de rafraîchissement et méditation combinée. Ah oui, c'est plus qu'une simple pause. En sens que c'est une nécessité pour lui, ce moment de calme, pour mettre de l'ordre dans ses idées. Il dit même ce que l'accalmie du CAF m'a empêché de faire de bêtises. C'est très parlant, ça. Ça montre son besoin d'autonomie intellectuelle, de prendre du recul par rapport au bruit ambiant. Et cette indépendance, on la retrouve complètement dans sa relation avec les autorités, avec la police. Oui, il est très clair là-dessus. J'entends agir seul et en toute responsabilité personnelle. Pas question d'être inféodé. Non, il tient à sa liberté d'action. Et il est même, comment dire, assez critique, voire méprisante envers la police officielle. C'est vrai, il y a des personnages comme l'inspecteur Piedboeuf ou un certain M. Charlet. Voilà, il les traite carrément de tas de moules. Ça ne doit pas aider pour la collaboration.
Bah non, forcément. Mais cette irrévérence, cette façon de un peu narguer l'autorité, ça fait aussi partie de son personnage, de son côté un peu rebelle. Mais ce n'est pas juste de l'opposition pour le principe, si. Non, non, il est pragmatique aussi. Il sait quand il a besoin d'eux, en quelque sorte. C'est-à-dire, il accepte de l'aide. Oui, mais toujours à ses conditions. Par exemple, il accepte un coup de main du préfet Larose. Ah, le préfet lui-même. Oui, qui peut lui donner accès à des dossiers ou lui fournir des cartes de visite officielles qui servent de passe-partout. Mais Fouinard garde toujours le contrôle de l'enquête. Il utilise les ressources, mais il ne se laisse pas diriger. Exactement. Et souvent d'ailleurs, il leur rapporte la solution toute cuite, non sans une petite pointe d'ironie. Alors, au-delà du détective malin et indépendant, les textes insistent pas mal sur son côté humain, sur une sorte de code d'honneur personnel. Oui, c'est un aspect vraiment central chez lui. Sa priorité, c'est la justice. Mais la justice au sens de défendre les victimes, les innocents. Mhm. On le voit se démener pour des gens comme Michel Gervais, ou même pour un simple ouvrier, Castillon, qui était accusé à tort. Hmm. Par contre les vrais coupables, là, il est sans pitié. Pourtant, il y a des moments où il fait preuve d'une clémence assez surprenante, non? Je pense à l'homme qui essaye de le noyer, Oui, ou même ce pied jaune, l'Apache repenti, dont on parlait une fois qu'il a changé de vie. c'est vrai. Et c'est là qu'on touche peut-être à quelque chose de plus profond chez lui. Il semble capable de faire la part des choses, de distinguer l'acte de la personne. Surtout si la personne montre du remords ou n'est plus une menace. Une sorte de compréhension de la faiblesse humaine, peut-être. Hmm. Peut-être, ou juste un refus des jugements trop rapides. En tout cas, c'est une forme de clémence qui détonne un peu avec la dureté de l'époque parfois. Et cette humanité, elle se voit aussi dans sa compassion, non? Les textes mentionnent comment il est touché par la douleur des mères dont les enfants ont été tués. Oui, ou par le désarroi d'une certaine Madame d'Annette Fouqueville à cause d'un portrait disparu qui avait une valeur sentimentale pour elle, ou même le drame personnel du docteur Tauzan avec sa femme. Il n'est pas insensible à la souffrance, loin de là. Absolument. Et ce qui rend le personnage encore plus attachant, c'est ce contraste permanent entre cette sensibilité, ses succès d'enquêteur et ses galères financières bien réelles. Ah oui, les textes n'arrêtent pas d'en parler. Sa dèche noire, ses économies qui s'envolent parce que ses enquêtes coûtent cher. Et ce manque d'argent, ça explique peut-être son désintéressement affiché. Quand il aide cette Madame d'Annette Fouqueville, il lui dit bien « Ne gâtons pas cela par une question de salaire ». C'est clair que l'argent n'est pas son moteur premier. Et d'ailleurs, ses difficultés financières, ça nous amène à un détail sur son passé, avant qu'il ne devienne détective. Ah, qu'est-ce qu'il faisait avant? Eh bien, on apprend qu'il a tenté sa chance au théâtre. Au théâtre? Fouinard acteur? Oui, mais apparemment, il s'est jugé lui-même trop mauvais acteur. Et cet échec l'a poussé à changer de voie. Et finalement, dans ses enquêtes, ses talents d'observation et peut-être un peu de comédie dans ses déguisements sont mieux utilisés. Une reconversion plutôt réussie alors. Parlons un peu de son acolyte la plus fidèle et sans doute la plus inattendue, Justine, sa canne. Ah, Justine. Oui, elle mériterait presque un épisode à elle seule. Ce n'est tellement pas juste un accessoire. Non, c'est plus que ça. C'est comme une extension de lui-même. Exactement. Il lui parle, c'est ça? Comme si elle était vivante. Les extraits donnent des exemples. Dis donc, Justine. Justine, tu as le nez creux? Oui, il lui soumet ses idées, il lui demande son avis, enfin son avis imaginaire. C'est une façon très particulière d'extérioriser sa pensée, de dialoguer avec lui-même en quelque sorte. C'est presque un personnage à part entière. Elle recueille ses secrets, ses intuitions. Tout à fait, mais attention, cette personnification ne doit pas faire oublier qu'elle a aussi une fonction très concrète. C'est une arme. Ah oui, le fameux bec de nickel, Voilà, ce n'est pas que pour faire joli. Dans les bagarres, parce qu'il y en a, j'imagine. la canne entre en danse, elle siffle, frappe, coupe les chairs. Justine est une compagne, certes, mais une compagne redoutable. Mais Toto n'est pas toujours seul face au danger. Il a aussi des alliés, des humains cette fois. Michel Gervais et Suzon. Oui, Michel Gervais est présenté comme un ami très proche. Apparemment, Toto l'a sorti d'un mauvais pas dans une affaire précédente. D'accord, donc il lui est redevable. Oui, et il devient un assistant précieux. Il fait des recherches pour Fouinard, par exemple à la Bibliothèque nationale, il va chercher des dossiers. Et Toto aime bien le taquiner d'ailleurs, surtout sur ses sentiments pour Suzon. Et Suzon, alors? La petite Suzon? Elle est décrite comme très vive, très intelligente et complètement dévouée à Toto. Elle a un rôle un peu logistique, on dirait.
elle classe les coupures de presse que Fouinard accumule. Une sorte de documentaliste. Un peu, oui. Mais elle n'est pas juste passive, elle participe aux recherches, elle s'inquiète beaucoup pour lui, à tel point qu'elle est même visée par une tentative d'enlèvement à cause de lui. Ah oui, quand même, c'est dangereux d'être dans son entourage. Ça peut l'être. Il y a même un chien dans l'histoire, Isaac, qui est qualifié d'âme d'élite et que Toto confie à Suzon. Donc oui, autour de Fouinard, il y a ce petit cercle de fidèles, une sorte de famille choisie. Et tout ce petit monde évolue dans un décor très précis, le Paris du début du XXe siècle. Et ce n'est pas juste un décor, hein. Paris est vraiment un acteur de l'histoire, un labyrinthe où tout se joue, où les enquêtes nous baladent partout. Dans des lieux très différents. Oui, des lieux parfois emblématiques, comme le cimetière du Père-Lachaise, ou des endroits plus précis, comme la Cité Bergère, la rue du Mont-Tabor près de Vendôme, des quartiers plus populaires comme Pigalle. Mais aussi des institutions. Voilà, la Bibliothèque nationale, la préfecture de police, sans oublier évidemment les cafés, les théâtres, comme le Châtelet, les boulevards. C'est une vraie plongée dans le Paris de l'époque. Et les affaires elles-mêmes, les mystères que Fouinard résout, ils sont de quelle nature? Oh, la palette est large et souvent assez spectaculaire. On a des meurtres très étranges, des empoisonnements en série avec cette fameuse thanatidine. Encore elle. Oui, des crimes en chambre close, le grand classique qui défie toute logique, l'assassinat assez glauque d'un usurier, quelqu'un qui meurt avec un clou planté dans la tête. Charmant, ça donne froid dans le dos. Oui, c'est assez sombre parfois. Mais il y a aussi des disparitions, un enfant enlevé dans un hôpital, une princesse indienne, la Begum Maya Dashka, qui fuit un rituel un peu macabre. De l'exotisme, donc. Un peu, oui. Il y a aussi des vols qui cachent d'autres histoires, comme cette affaire de bijoux volés liée à un portrait sentimental. Et même la traque d'un tueur en série qui vise les enfants. On sent aussi parfois des menaces plus organisées, des allusions à des conspirations, une société secrète appelée les 13. Oui, ou la présence d'ennemis récurrents comme Pied de Bœuf, qui semblent liés à une sorte de bande organisée. L'atmosphère générale de ces récits, c'est vraiment un mélange assez unique. Qu'est-ce qui domine? Il y a bien sûr le suspense. Beaucoup d'action, Fouinard est très agile, il se bat, il s'évade de situations incroyables, comme de la prison du Chien Vert. Ah oui, une évasion spectaculaire apparemment. Oui, mais il y a aussi pas mal d'humour, grâce au dialogue, au caractère de Toto lui-même. Et cette touche d'insolite qu'on évoquait? Oui, les rituels, les poisons rares, les sociétés secrètes. Tout ça ancré dans la modernité de l'époque, avec le phonographe, l'automobile qui arrive, le téléphone. C'est un mélange très habile de l'Hermina. Il utilise tout ça pour créer des intrigues vraiment prenantes, tout en reflétant, peut-être sans le vouloir toujours, certaines réalités sociales de ce Paris de la Belle Époque. Comme quoi, par exemple? La violence dans les rues, la pauvreté dans certains quartiers, les tensions entre les classes sociales. Et puis une certaine critique des institutions aussi, on en a parlé. Donc, si on devait résumer en quelques mots ce qui fait la singularité de Toto Fouinard, ce serait quoi pour vous? Je dirais cette alchimie un peu rare entre une intelligence très vive mais pas du tout académique, une excentricité qui le rend attachant, une vraie humanité, une agilité physique assez étonnante, et bien sûr cette relation quasi animiste avec Justine, sa canne. Il incarne une autre forme d'enquête, plus instinctive, plus personnelle. C'est ça. Un détective qui marche au flair, à l'observation directe, à l'action, souvent en se moquant un peu des procédures établies. C'est peut-être ça qui continue de nous plaire chez lui. Et c'est vrai que c'est une belle redécouverte, ces histoires de Jules d'Hermina. Surtout, comme on disait, quand les éditions gardent les illustrations de Georges Conrad. C'est un vrai plus. Oui, c'est un témoignage visuel précieux de cette époque du roman populaire, de son imaginaire. Tout ça, ça nous laisse peut-être avec une petite question. Qu'est-ce qui continue de nous fasciner au fond, chez ces détectives un peu hors normes du passé, ces Fouinards, ces Rouletabille aussi, qui agissent en marge des systèmes, guidés surtout par leur intuition et leur propre sens moral? Oui, à une époque où on parle beaucoup de police scientifique, de bases de données, de procédures standardisées, qu'est-ce qui résonne encore en nous face à cette approche plus humaine, plus incarnée de la justice? Même si elle est forcément plus chaotique, plus faillible aussi parfois. C'est une bonne question à méditer, je crois, sur notre rapport à la vérité et à la justice.